Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture dans lequel je vais vous présenter 5 de mes derniers livres lus, à savoir ma toute dernière lecture du mois de janvier et mes 4 premières lectures du mois de février. Dans l'ordre, je vous parlerai donc de Mamie cherche les embrouilles, écrit par Mario Giordano et sorti aux éditions City. De Forget Tomorrow, écrit par Pintip Dune et sorti aux éditions Lumen. Du tome 2 de Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, écrit par Victor Dixon et sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. De l'héritière, écrit par Melinda Salisbury, sorti également aux éditions Gallimard Jeunesse. Et pour terminer, je vous parlerai du tome 3 de la série Georgina Kincaid qui s'intitule Succubus Dreams, écrit par Richelle Mead et sorti aux éditions Milady. Ma dernière lecture du mois de janvier, c'est donc Mamie cherche les embrouilles, écrit par Mario Giordano et sorti aux éditions City. Je remercie la maison d'édition ainsi que mon partenaire LP Conseil pour l'envoi de ce livre parce que j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Il s'agit d'un roman policier, ce n'est pas le genre littéraire le plus représenté dans ma bibliothèque, loin de là parce que j'en lis très peu. Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté de recevoir ce livre? Tout simplement parce que le titre Mamie cherche les embrouilles, je le trouvais assez drôle et évocateur, et lorsque j'ai lu le résumé au dos du livre, ça a vraiment achevé de me convaincre. Ici, on va suivre une femme de 60 ans qui s'appelle Poldi, qui est bavaroise, qui est également veuve et qui a décidé de terminer ses vieux jours en Sicile auprès de sa belle famille. L'intrigue policière va démarrer lorsque son homme à tout faire va être retrouvé assassiné. Poldi va décider de mener l'enquête. Ce que j'ai énormément apprécié dans ce livre-ci, c'est l'humour qui est absolument omniprésent et qui est généré par le personnage principal de Poldi, qui est absolument extravagante, absolument savoureuse et très agréable à suivre. C'est un personnage haut en couleur du haut de ses 60 ans. Voilà, je n'ai pas l'habitude de suivre des personnages qui sont aussi matures en termes d'âge, mais ça ne m'a absolument posé aucun problème parce qu'elle est extrêmement dynamique, elle n'a pas peur de dire des gros mots, elle boit comme un trou et elle a une espèce de fascination pour les hommes des forces de l'ordre, les prenant tout le temps en photo. Des intrigues policières à proprement parler, si vous êtes féru du genre, vous allez peut-être être un petit peu déçu parce qu'à vrai dire, elle est assez simpliste. Maintenant, quand j'ai lu ce roman, c'était pas du tout pour le suspense qu'allait pouvoir m'apporter l'intrigue, c'était pas du tout pour jouer au Cluedo, c'était vraiment pour passer un bon moment de lecture en compagnie de ce personnage qui se dessine déjà comme loufoque dans le résumé. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui vaut à ce livre la note de 4 sur 5. J'ai ensuite lu Forget Tomorrow, écrit par Pintip Dune, qui m'a été gentiment offert et envoyé par les éditions Lumen. Ce livre aussi, je l'avais mis dans ma vidéo sélection sortie livresse pour le mois de janvier parce qu'il me tentait beaucoup. Je suis donc ravie d'avoir pu mettre le nez dedans et l'avoir lu parce que ça a été une bonne surprise. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. On est dans une société dans laquelle tous les jeunes de 17 ans reçoivent une vision de leur moi futur sous forme de souvenirs qui va leur révéler quelques bribes de leur futur. En général, il s'agit de ce qu'ils vont faire plus tard dans la vie, leur métier, ce genre de choses. Si le souvenir est positif, aucun problème. Par contre, si le souvenir est négatif, les jeunes qui ont le souvenir négatif sont considérés comme des criminels et sont enfermés dans les limbes. C'est ce qui va arriver à l'héroïne qui s'appelle Kali, qui va avoir une vision dans laquelle elle va se retrouver en train d'assassiner sa petite sœur alors qu'elle l'aime plus que tout au monde. Il s'agit d'un récit de science-fiction un petit peu glaçant. Il y a quelques scènes assez angoissantes dans ce livre. J'ai beaucoup aimé le début et la fin de cette histoire que j'ai trouvé très punchy, très dynamique. Il se passe rebondissement sur rebondissement, on ne s'ennuie pas une seule seconde. J'ai bien apprécié l'héroïne Kali, j'ai trouvé déterminée et très courageuse par rapport à tout ce qui peut lui arriver. Par contre, j'ai été un petit peu moins satisfaite par le personnage masculin qui s'appelle Logan. Je l'ai trouvé un petit peu trop parfait, un petit peu trop lisse du coup. J'aurais aimé qu'il possède un petit peu plus de failles que ça et qu'il soit pas décrit comme l'homme idéal. Voilà. Le milieu du livre m'a un petit peu moins plu que le début et la fin parce que j'ai trouvé quelques longueurs et un rapprochement un petit peu rapide par rapport à ce qu'ont vécu Kali et Logan et par rapport à ce qui s'est passé entre eux dans le passé, voilà. Maintenant c'est un choix de l'auteur, c'est pas bien grave étant donné que j'ai vraiment adoré tout le reste dans ce récit. Et en ce qui concerne la fin, tout le récit tendait vers cet événement-là, mais je n'avais absolument pas anticipé le choix qu'allait faire l'auteur pour ces dernières pages. J'ai été assez prise par surprise et j'ai vraiment aimé ça, donc il ne me reste plus qu'à attendre le tome 2.
J'ai ensuite lu un livre, le livre qui a été mon premier coup de cœur de l'année. Il s'agit du tome 2 de Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, écrit par Victor Dickson et sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'avais pas ressenti de coup de cœur pour le premier tome, ça avait été une bonne lecture pour moi, mais alors ce tome 2 m'a complètement chamboulé, ça m'a retourné le cerveau, la plume de l'auteur m'a complètement enivrée parce que c'est plus poétique que jamais, c'était magnifique et j'ai adoré redécouvrir le conte de la Reine des Neiges de Andersen avec la plume de Victor Dickson, et en plus comme ce livre là faisait partie de ma palle hivernale, et ben je suis vraiment heureuse de l'avoir sorti et de l'avoir lu en ce mois de février parce que je l'ai adoré. Dans ce tome 2, on retrouve Blonde et Gaspard qui sont en train de couler des jours heureux sur une île déserte jusqu'au moment où Gaspard va se faire enlever par l'armée de la Reine des Neiges. Ces jours vont lui être comptés, donc bien entendu, Blonde va partir à sa recherche et va tout faire pour le retrouver et pour le libérer. Je vous l'avais dit dans le premier tome, je ne suis pas une grande admiratrice du personnage de Gaspard, ça ne m'a absolument pas dérangée dans ce tome-là parce que je vais être un petit peu méchante, mais comme Gaspard s'est fait kidnapper, on le voit quasiment pas du récit, voilà. Donc du coup je n'ai pas eu de problème avec lui dans ce tome-ci. Et par contre Blonde, oh là là, mais elle a évolué mais d'une force, elle est devenue plus femme que jamais, elle est mature, déterminée. On voit qu'elle a grandi, qu'elle a mûri, que beaucoup de choses ont changé pour elle dans sa manière de fonctionner et de penser. On retrouve bien entendu les personnages secondaires qui avaient fait leur apparition dans le tome 1, donc j'ai apprécié les retrouver ici, et un nouveau personnage fait son apparition, il s'agit du conteur Hans Christian Andersen. Je ne m'attendais pas à le croiser dans ce tome 2, je trouve ça vraiment très ingénieux de la part de Victor Dickson de faire intervenir en tant que personnage un écrivain. Vraiment chapeau, d'autant qu'il a quand même un petit rôle dans cette histoire, et vraiment j'ai trouvé ça culotté et assez unique. J'ai vraiment adhéré à cette idée. Le livre reste toujours un formidable mélange des genres historiques et fantastiques qui s'entremêlent, mais d'une manière vraiment très belle. La plume de Victor Dickson, toujours aussi belle et poétique, permet de véhiculer plein de messages, de faire passer plein de choses, d'autant qu'il y a énormément de choses qui se passent, mais ne vous attendez pas à un concentré d'action parce que des choses, oui, il y en a beaucoup, mais avec une espèce de lenteur caractéristique qui nous permet vraiment de nous imprégner de l'atmosphère, de nous imprégner du cadre, du décor, de tout ce qu'il y a vraiment autour. Et quant à la fin, j'ai adoré la fin, j'ai été très émue par l'épilogue. Voilà, j'ai versé quelques petites larmes. C'est rare maintenant quand je pleure en lisant un livre, et vraiment j'ai pas pu m'empêcher de verser quelques larmes en lisant les dernières phrases de ce livre parce que je trouvais que voilà, la boucle était bouclée, c'était vraiment beau et touchant, et j'ai absolument adoré, donc gros coup de cœur pour ce livre-ci. Ensuite j'ai lu L'héritière, écrit par Melinda Salisbury, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse d'ailleurs. J'adore cette couverture, je la trouve absolument parfaite. Par contre j'avais quelques réserves avant de me plonger dans cette histoire parce que j'avais lu des avis assez mitigés et j'avais peur de faire partie des personnes qui n'ont pas trop accroché avec ce livre. En ce qui concerne l'histoire, on est dans de la fantasy plutôt orientée pour la jeunesse et plutôt axée sur la romance. On va suivre Twila qui était à l'origine une fille du peuple qui a été élevée grâce à une légende au rang de princesse qui vit désormais à la cour, et elle possède une espèce de pouvoir mortel puisqu'un simple contact de peau à peau provoque la mort de la personne qu'elle touche, et ça l'a élevée au rang de bourreau au service de la reine. Donc la reine, c'est un personnage vraiment très cruel, très hautain, et qui a voilà, des idées plein la tête. Elle voit vraiment très loin dans le futur, elle a toujours un coup d'avance sur tout le monde. C'est un personnage assez charismatique et en même temps très désagréable, mais j'ai apprécié la voir évoluer dans ce contexte-là. Quant à Twila, l'héroïne, je l'ai bien aimée, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle fait des choix, elle fait pas toujours les bons, mais elle essaie de se remettre en question. Et vraiment c'est un personnage que j'ai apprécié suivre. Il y a deux autres personnages masculins. On a le prince auquel Twila est promise, qui s'appelle Merek,
et un garde qui s'appelle Leaf. Mon rapport à ce livre est assez particulier parce que j'ai adoré la première partie où on découvre vraiment des coutumes super intéressantes, tout un folklore. J'ai vraiment adoré découvrir cet univers un petit peu médiéval. Et puis arrive la seconde partie du récit qui est vraiment un peu trop axée sur la romance. La romance prend vraiment le pas sur le reste au détriment parfois de certains éléments de l'intrigue qui auraient mérité d'être un petit peu plus détaillés. Il y a énormément de révélations et ce sont des révélations... Voilà, il pleut comme je sais pas quoi. Ce sont des révélations tellement incroyables, tellement parfois pas plausibles, que je suis restée sous le choc pendant les 100 dernières pages où j'ai enchaîné les petits cris genre... Ah oui, d'accord. Voilà, j'étais vraiment sous le choc et je m'en suis pas remise en fait. C'est pour cette raison que je lui ai mis la note de 3 sur 5. Je pense lire le tome 2 lorsqu'il sortira en français. Il s'agit, il me semble, d'une trilogie. En tout cas, ça va être des tomes compagnons puisque dans le tome 2, on va suivre un autre personnage principal. On retrouvera Twila, Leaf et Merek, mais ce ne seront plus les personnages principaux. En tout cas, on verra bien ce que la suite me réserve. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Succubus Dreams, qui est le tome 3 de la série Georgina Kincaid, écrit par Richelle Mead, sorti aux éditions Milady. Richelle Mead, c'est également l'auteur des Vampire Academy, pour ceux qui connaissent. J'ai tiré ce livre au sort en début de mois dans ma saga Boudjar, je l'ai donc lu en février et je l'ai bien entendu adoré, puisque je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Voilà, à chaque fois, c'est une série, c'est une valeur sûre, hein, je me pose pas trop de questions. Ensuite, Georgina Kincaid, qui est une libraire et qui est également un démon puisqu'elle est succube, elle se nourrit de l'énergie de ses victimes lors de rapports sexuels, elle en a besoin pour assurer sa survie. En dépit du fait que ce soit un démon, j'aime beaucoup le personnage de Georgina parce que c'est un démon plutôt sympa, elle est rigolote et est vraiment fiable. C'est un personnage assez attachant et j'aime la voir évoluer, que ce soit dans sa librairie ou parmi ses amis immortels, que ce soit anges, démons, vampires, ce genre de créatures-là. D'ailleurs, ça faisait bien longtemps que j'avais pas lu un roman de Big Lit et j'étais absolument ravie de retrouver cet univers-là parce que ça m'avait manqué, je me rends compte vraiment. Ce roman-ci s'attache beaucoup à la relation que Georgina entretient avec Seth, qui est un écrivain pour lequel elle a un gros crush. Et leur relation connaît des hauts et des bas, hein, comme il peut y avoir dans absolument toutes les relations qui existent. En tout cas, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien ficelée, dynamique, ponctuée de flashbacks qui nous ramènent un petit peu au passé de la vie de Georgina parce que c'est quand même un démon qui a plusieurs siècles au compteur et je trouve ça ingénieux de la part de l'auteur de nous montrer les événements de son passé qui permettent de mettre un petit peu des mots, de comprendre un petit peu mieux le caractère actuel de Georgina. Je trouve ça vraiment pas mal. On a également un nouveau personnage qui s'appelle Dante, qui est un médium, c'est vraiment un bad boy qui a fait des choses horribles dans sa vie, mais malgré le côté noir qui semble l'entourer et malgré tout ce qui est dit de négatif par rapport à ce personnage, je ne peux pas m'empêcher de bien l'apprécier. Voilà, c'est mon côté paradoxal, je pense, et contradictoire sur les bords. Quant au personnage de Seth, malheureusement j'ai moins bien accroché avec lui dans ce tome-ci, contrairement aux 2 premiers tomes où j'étais absolument fan de lui. Là, beaucoup moins, par certains aspects il m'a pas mal déçue. À la fin, elle était prévisible, elle était difficile, mais je trouve que c'était un bon choix de la part de l'auteur parce que comme ça amène une nouvelle dynamique puisqu'il reste quand même 3 tomes pour terminer cette série, donc il ne faut pas que ça s'essouffle, et avec la fin qu'a trouvé l'auteur, je pense que ça ne risque pas de s'essouffler pour le moment. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!